Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leur recherche, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Vous êtes sans doute capable de nommer 2 ou 3 compositeurs de musique classique. Schubert, Mozart, Beethoven, etc. Mais si je vous demande de faire l'exercice avec des femmes compositrices, ça devient tout de suite un petit peu plus tricky. Même si les femmes compositrices n'avaient ni les mêmes opportunités, ni les mêmes chances de réussite que les hommes, elles ont elles aussi produit des œuvres grandioses. Comment ça se fait qu'on en parle si peu? Comment mettre en valeur le génie féminin sans tomber dans les clichés? Aujourd'hui, on explore ces questions en compagnie d'Elisabeth Pion, pianiste de carrière qui s'est engagée à parler de femmes compositrices, à jouer leurs œuvres avec son band, le De Beauvoir Piano Trio, et à nous faire découvrir la musique sous un nouveau jour. Donc, bonjour Elisabeth, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeuristes pour que ces personnes-là te connaissent un peu mieux? Oui, bonjour. Puis d'abord, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'avoir une petite jazzette avec toi. Mais ouais, dans le fond, je suis pianiste classique de formation. Je viens juste de terminer mes études à Londres, où est-ce que j'ai fait une maîtrise puis un diplôme d'artiste pour les 4 dernières années. Puis là, c'est ça, je commence dans la vie professionnelle, vraiment freelance musician. Puis c'est ça, je fais beaucoup de recherches, plus de façon autodidacte, je dirais, autour du répertoire. Puis j'ai en particulier une fascination pour le travail des compositrices, ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui. Cool, ben bienvenue au podcast, puis merci d'avoir répondu à mon appel. Je vais commencer avec une première question. Ça concerne les personnes qui connaissent pas bien le monde de la musique, parce qu'il y a un terme que tu as utilisé dans une entrevue qui m'a beaucoup intriguée. C'est l'expression musique de chambre. Puis j'ai l'impression que pour plein de raisons dans l'histoire, c'est peut-être un terme qui est lié aux femmes, à la sphère privée, puis à l'intimité. Puis j'aimerais savoir si je me trompe ou si j'ai visé juste. C'est en partie, je te dirais, parce que dans le fond, la musique de chambre, c'est vraiment un style qui a été instauré, je te dirais, autour du règne de François Ier, là, si on est historiquement en France. Puis c'était vraiment la musique de chambre, c'est que des musiciens venaient jouer dans une grande pièce, dans genre un palais ou une maison d'un noble, ou en tout cas, de gens qui avaient de l'argent. Puis c'est ça, c'était vraiment comme, il n'y avait pas de grosses salles de spectacle, parce que genre, c'était pas encore tellement un métier, la performance, je dirais. Et c'était vraiment, les gens se réunissaient plus comme dans des petits endroits. Fait que c'était des ensembles. Ça pouvait aller quand même à pas mal de personnes. Je pense que j'avais lu, c'était comme jusqu'à même 40. Puis il n'y avait pas tant encore le concept d'orchestre. Parce que c'est aussi, tu sais, à cette époque-là, c'était beaucoup de la musique religieuse. Fait que la musique de chambre, c'était vraiment plus comme la musique aussi pour que les amateurs soient capables d'en jouer. Tu sais. Fait que c'était comme que les gens se réunissent ensemble puis jouent comme dans une pièce. Puis évidemment, c'était aussi relié beaucoup à ce que les gens, il y avait de l'argent pour faire ça et l'espace. Mais je te dirais, c'est ça, ça a vraiment comme changé de signification, mettons, vers mi-18e siècle avec Mozart et Haydn qui ont vraiment fait une distinction entre la musique symphonique puis la musique de chambre. Fait que musique symphonique, c'est vraiment que tu vas avoir plein d'instruments qui vont doubler une partie. C'est comme si tu regardes l'orchestre, t'as comme plein de premiers violons, alto, violoncelle et tout, euh, avec les bois. Fait que maintenant, ce qu'on entend par musique de chambre, c'est vraiment plus comme un petit ensemble, à peu près jusqu'à 7, 8 personnes. Fait des duos, des trios, des quatuors, des quintettes et tout. Mais ça reste une musique qui favorise l'intimité, je te dirais, puis qui est vraiment plus dans dans cette atmosphère-là du privé que justement la musique symphonique. La différence maintenant, c'est que c'est vraiment une musique qui est, on la joue aussi on stage. C'est plus OK. comme réservé à la chambre, tu sais. Mais c'est ça, les petits salons musicaux sont encore de mise aujourd'hui. Dans une entrevue à la radio, tu mentionnes aussi le nom de Clara Schumann, qui est une virtuose connue avant sa rencontre avec son mari, qui est Robert Schumann, le plus grand, c'est considéré comme une des plus grandes pianistes de l'époque romantique. Puis j'aimerais ça, Ouais. si tu voulais nous en parler un petit peu plus. Oui, Clara, c'est en fait, c'est comme une des grandes
inspirations pour moi, puis je pense pour beaucoup de personnes, là. C'est une femme formidable qui a une vie tellement riche et complète, tragique aussi, mais en tout cas vraiment une grande inspiration pour beaucoup de personnes, je pense. Puis dans le fond, c'est une pianiste romantique, fait qu'elle était au 19e siècle. Puis vraiment, c'était une enfant virtuose. Fait que son père, c'était un grand pédagogue de piano. Puis c'est lui qui l'a formée, puis qui a comme fait en sorte qu'elle développe ses talents, parce que c'est ça, c'est comme t'as le talent qui est comme l'espèce de germe, mais après ça, ça demande énormément de Mhm. circonstances, de on en parlait après aussi, mais pour que ça se développe. Puis, dans le fond, écoute, à partir de 11 ans, elle faisait des tournées en Europe, là. Puis ça, c'était quand même assez fou pour l'époque. Ouais. Pour remettre dans le contexte aussi, genre, voyager, c'était compliqué, là. Tu sais, quand même, maintenant, on chiale quand, genre, notre avion, il y a comme 2 heures de retard, mais là-bas, c'est comme 2 semaines pour faire de la calèche. Tout le monde En tombe malade. fiacre, ouais, c'est ça, avec un fiacre qui, tu sais, qui brasse, là, puis une Oui, éboueuse, puis avec tu sais, des voleurs de grand chemin, là, ça devait pas être oui. toute une partie de plaisir, là. Non, c'est ça, c'était vraiment trash. Puis je pense que des fois, en tout cas, je trouve ça important de se rappeler aussi comme c'était quoi les circonstances. Fait que c'était assez impressionnant que, en plus, c'était une fille. Donc, Mhm. c'était quand même assez rare. Surtout comment je te dirais ça? Il y en avait certains enfants prodiges. Par exemple, on parle de plus en plus de la sœur de Mozart, que quand il était petit, ils faisaient des tournées ensemble. Mais à partir d'un certain tilting point, où est-ce que là, il faut commencer que tu te prépares, fallait comment je dirais ça? Fallait que les jeunes filles se préparent à la vie de, justement, mariage, nanana. Donc là, c'est comme, t'as plus le droit de voyager. Donc là, c'était toutes les jeunes garçons peuvent continuer à se développer, à aller faire des voyages, des formations et tout ça. Et là, la jeune fille doit demeurer à la maison. Elle n'a pas accès au même niveau d'éducation, elle n'a pas accès à la même qualité de savoir. Donc là, tu vois les gaps qui se font. Mais en gros, c'est ça. Clara Schumann, à partir de 11 ans, elle a commencé à faire des tournées en Europe, est allée en Angleterre, en France, en Russie. Genre, c'était comme, Wow. tu sais, c'était intense pour l'époque. Là, c'était genre, mais je sais pas, comme une espèce de superstar. Puis aussi, comme, si on se remet à l'époque, les gens, ils étaient, tu sais, il y avait pas le même genre d'entertainment qu'on a maintenant. Et comme voir quelqu'un qui fait des affaires de fou sur le piano, c'était comme un gros choc pour eux, je te dirais. Puis c'est ça, si on regarde, parce elle a vécu quand même vieille, là. Attends, j'ai ces dates. C'était 1819 à 1896. C'est quand même une assez longue vie pour l'époque. Puis on calcule qu'entre 1831 puis 1889, qui étaient ses années d'activité, elle aurait fait plus de 1300 performances. Fait que quand tu y penses, c'est comme plus de 3 ans et demi que tu Wow. ferais un concert par jour. C'est malade, là. Ouais. Pour l'époque, c'est fou. Puis, dans le fond, c'était vraiment connu comme enfant prodige et tout. Quand elle avait euh, 7 ou 8 ans, je pense, c'est Robert Schumann est venu chez son père pour devenir pianiste de concert. Lui, c'est ça qu'il voulait. Puis, son père a commencé à le trainer. Mais à l'époque, c'est vraiment Clara, c'était elle, la star et tout. Puis, quand elle a vieilli un petit peu, parce qu'il y avait quand même un petit age gap de quasiment 10 ans, je pense. OK. Puis quand elle a eu 16 ans, ils se sont revus, ils sont tombés follement amoureux, toute la patente. Mais là, c'est le père de Clara, il a vraiment été contre ce mariage-là. Puis il a tout fait pour que ça se passe pas. Ça a même fini en cours. Ça a vraiment été comme une affaire. Ouais, en tout cas, vous pouvez lire là-dessus là, si ça vous intéresse. C'est du 19e siècle. Mais ouais, c'est ça. Fait ils ont fini par se marier. Puis c'est là que ça a un peu commencé à être compliqué pour elle, mais que c'était mieux pour lui, parce qu'en fait, elle a commencé à moins composer. Elle a eu 8 enfants avec Robert. OK. Fait que, tu sais, pense-y, 8 enfants, et malgré tout, elle a fait Ouais, le ça nombre de... laisse pas beaucoup de temps pour justement se consacrer à son art, là. Non, c'est ça. Puis tout d'un coup, il fallait qu'elle fasse plein de tâches domestiques. Puis ça, elle avait jamais eu à le faire avant parce que son père, justement, il était tellement dévoué. Puis, tu sais, il y avait des problèmes dans la relation avec son père aussi, clairement, là. Mais comme il avait épargné ce côté-là, fait qu'elle faisait juste du piano. Elle pouvait vraiment se concentrer là-dessus. Puis là, tout d'un coup, en étant avec Robert Schumann, qui était pas connu, qui avait pas un sou, qui était vraiment aussi pas très responsable financièrement de ce qu'on sait dans l'histoire, aussi qu'il y avait des gros problèmes de maladie mentale qui a fini en étant internée et tout. Donc, elle est devenue comme une carer, qu'elle prenait soin de son mari.
et de ses enfants. Elle donnait des concerts pour ramener de l'argent au foyer. Elle a fait comme aussi, elle a beaucoup enseigné. Donc, c'est devenu comme une espèce de dispersion. Puis on sait tous que le temps, c'est précieux. Puis c'est ça qui fait que tu peux avoir un focus aussi sur Mhm. certaines choses. Mais malgré tout, puis c'est ça que je trouve tellement impressionnant, elle a composé énormément. Puis elle nous a laissé un répertoire qui est fantastique, de la musique de chambre, justement. Beaucoup d'œuvres pour le piano. Parce qu'aussi, un autre aspect que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, mettons, au 19e siècle, il a commencé à avoir beaucoup de pianos dans les maisons parce que c'est devenu un instrument qui était comme accessible. OK. Euh, ben quand même, fallait avoir un certain degré de moyens, là, mais comme, mettons, pour la petite bourgeoisie, tout le monde avait un piano. Puis là, ça faisait vraiment partie, justement, de l'éducation des jeunes filles, beaucoup, et des jeunes garçons aussi. Mais il y avait un piano à la maison. Fait que, tu sais, moi, j'imagine aussi comme, elle là, t'es en train de shaker le berceau de ton bébé on the side, t'essaies de composer. Elle a quand même écrit beaucoup de musique pour le piano. Puis d'ailleurs, c'est une œuvre que j'ai jouée récemment. Parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que je suis vraiment rentrée à fond dans ces recherches-là. Puis je me suis fait approcher par un orchestre au Canada, en Colombie-Britannique, pour jouer son concerto à Clara, qu'elle a Wow. écrit, en fait, vraiment tôt dans sa vie. Elle l'a écrit entre 14 et 16 ans. Puis moi, j'étais complètement estomaquée quand j'ai découvert ça parce que c'était une pièce d'une richesse puis d'une maturité euh, vraiment comme hors du commun, surtout pour cet âge-là. C'est même quand tu compares avec les autres compositeurs ou compositrices qui ont fait une carrière dans la durée aussi, d'avoir ce degré-là de compréhension et cette profondeur émotionnelle-là à un si jeune âge, c'est quand même extrêmement rare, là. Fait que c'est ça. Clara Schumann, elle a écrit énormément, mais elle a fait beaucoup, beaucoup aussi d'éditions pour les œuvres de son mari. Elle les a fait connaître. Elle jouait les œuvres de son mari en concert et tout. Donc, elle a vraiment été au service de, ce qui est un thème, je pense, qui revient souvent dans l'histoire des femmes, puis qui est Oh oui. intéressant de pencher psychologiquement aussi, là. Mais même, je te dirais, c'est fou, j'ai une citation d'elle, mais même à la fin de sa vie, elle était convaincue que c'était pas pour les femmes de composer, là. Elle a dit il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenue de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n'a été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception? Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. Fait qu'elle était vraiment comme résignée, en fait, à se rediriger un peu comme vers la sphère plus privée. Puis, depuis tantôt, je t'écoute parler, puis je me dis à quel point c'est étonnant que cette personne-là soit presque pas connue. Ben, en fait, je Ouais, sais pas si elle est beaucoup plus, elle est probablement plus connue, tu sais, dans les cercles comme de personnes qui font de la musique, mais ouais. moi, c'est la première fois là, que j'entends parler d'elle. Puis Mhm. aussi, je me souviens que tu as dit en entrevue que ces pièces n'étaient pas, entre guillemets, là, dans les standards du répertoire, mais quels sont les standards du répertoire, en fait? Ben, je te dirais que c'est toutes les pièces qui sont un peu connues. Puis, mettons, je te demande de penser à un compositeur classique, tu me sors qui, vite de même. Ben, Mozart, Ouais. comme probablement beaucoup de personnes. Ouais, ben c'est comme, on s'entend que genre, c'est une bonne réponse, comme il est insane, Mozart, je l'aime de tout mon cœur, puis comme il faut que sa musique continue d'être jouée, mais c'est juste, je pense qu'il y a toute une institutionnalisation autour de ça, puis les standards du répertoire, je te dirais, c'est comme les œuvres que tout le monde s'est entendu pour dire que c'est des chefs-d'œuvre ou que c'est vraiment écrit avec une connaissance du contrepoint et de l'harmonie, ça qui est vraiment exceptionnel. Donc, c'est vraiment comme reconnu par les professionnels en musique classique. Tu sais, tu regardes le nombre de biographies ou de trucs d'analyse qui ont été écrits sur des œuvres de Mozart, de Beethoven, de Schumann, de Bach. Puis c'est aussi, au 19e siècle, il a vraiment commencé à avoir... tu sais, je te disais, mettons, la musique de chambre avant, c'était aussi... Tout le monde jouait un peu. Fait que c'était comme, tu sais, amateur, ça vient du mot amour aussi. C'était comme, t'aimes la musique, bon, ben, on te met un violon dans les mains. Puis c'est comme, il y avait pas tant l'aspect de ce que je fais dans la vie, c'est être musicien professionnel, à moins d'être genre maître de chapelle pour faire de la musique religieuse, par exemple, ou être au service de la cour d'un roi. C'est vraiment comme
les œuvres que les gens ont comme continué à jouer aussi, fait que c'est des œuvres dont la qualité a été reconnue à travers le temps. Puis ça, je pense que c'est quand même important qu'une œuvre passe le test du temps. Mais si je regarde par rapport aux œuvres des compositrices, c'est que à la base, puis ça aussi, c'est un problème qui revient dans énormément de domaines, là, Mhm. c'est qu'on manque de documentation parce qu'on n'a pas fait attention autant à leurs affaires parce qu'on les valorisait pas Mhm. de la même manière que les œuvres des hommes, par exemple. Donc, c'est vraiment, il y a un gros travail de recherche qui doit être fait, qui est en train d'être fait. Il y a vraiment un chemin qui se fait par rapport à ça. Moi, je le compare, c'est un travail archéologique, là. Dans les standards, il y a plein de trucs qui viennent en ligne de compte. Par exemple, tu sais, si tu veux jouer un concerto avec orchestre, mais si la partition n'est pas encore éditée, les coûts sont vraiment plus chers. Puis là, pensez à un orchestre symphonique qui a genre 60 musiciens, d'acheter les partitions, ça coûte d'argent. Puis déjà, il y a de moins en moins de budget en musique classique, donc ça devient comme difficile pour les orchestres. Il y a aussi le phénomène, je te dirais, d'habituation des auditoires. Parce que, mettons, les auditeurs sont comme, moi, je vais aller écouter le concerto de Tchaïkovski, fair enough, parce que c'est une œuvre formidable, mais c'est aussi de comme aller convaincre les gens qu'il y a d'autres œuvres aussi Mhm. qui sont vraiment belles, puis qu'on peut défendre, puis qui ont la même qualité d'écriture. Puis aussi, une autre sphère dans laquelle j'évolue depuis quelques années aussi, c'est le monde des compétitions. En musique classique, il y en a beaucoup. C'est un peu comme un... Comment je te dirais ça? Quasiment un incontournable où, genre, tu sais, comme aussi les Olympiques ou n'importe quelle compétition sportive, c'est une façon de te faire voir, de te mesurer à toi-même, puis de faire des progrès et tout. Mais souvent, tu as des œuvres imposées, tu as des choix de répertoire. Faut faut que tu fasses une sonate de Beethoven, faut que tu fasses un concerto de Mozart, un grand concerto romantique, quand tu veux jouer un concerto de Rachmaninoff, quelque chose comme ça. Mais t'as souvent pas de femmes dans les œuvres imposées, en fait. C'est comme il n'y en a pas quasiment. Là, ça commence à changer. Il commence à avoir il y a un concours, Clara Schumann, puis il y a comme de l'évolution qui se fait à ce niveau-là. Mais si tu regardes les grosses institutions, euh, on n'en est pas rendu là, tu sais. Mhm. Ça prend vraiment un pushing aussi pour que les grosses institutions reconnaissent la qualité de ces œuvres-là, qui est réelle. Parce que aussi, une affaire contre laquelle moi, bon, comment je vois ça, qui me refroidit un peu, c'est quand on fait juste comme, OK, c'est une femme, donc il faut la programmer. Je suis comme, non, ben, ça fait juste pas de sens parce que c'est aussi, Mhm. il y a tellement d'œuvres de qualité qu'en fait, c'est une espèce de paresse intellectuelle Mhm. euh, de pas aller rechercher cette qualité-là qui est présente. Fait que Oui. c'est comme un ensemble de facteurs, c'est complexe. Mhm. Puis, je t'écoute parler depuis tantôt, puis, tu sais, t'as nommé le fait que ce problème-là, c'est présent dans plusieurs disciplines, puis moi, Ouais. depuis quelques années, je questionne beaucoup le concept de classique, parce que les Mhm. classiques, par exemple, en littérature ou en philosophie, tu sais, c'est quand même des doutes qui ont décidé entre eux, tu sais, que ça allait être important, tu sais, il y a comme une espèce de choix, puis comme tu l'as nommé, tu sais, à l'époque, on considérait pas que ce que faisaient les femmes, c'était important. Fait qu'il y a comme une Mhm. évacuation, tu sais, naturelle qui s'est faite un peu de tout ce que les femmes ont produit. Puis Ouais. heureusement, exactement comme tu l'as dit, il y a comme un travail archéologique à faire, tu sais, de comme Mhm. retrouver un peu c'est quoi la contribution des femmes. Puis Ouais. aussi, justement, dans une de tes entrevues, tu parles des sœurs Boulanger. Donc, je Oui. pense que ces deux figures aussi, peut-être, bon, j'ai dit Mhm. deux, je sais pas si ce sont deux, mais Ouais. est-ce que tu peux nous parler justement de ces compositrices-là? C'est un duo vraiment badass du 20e siècle. Moi, je les tiens en admiration beaucoup, là. Donc, dans le fond, c'est ces deux sœurs qui étaient en France au début du 20e. Puis, la petite sœur, c'est Lily Boulanger. La grande sœur, c'est Nadia. Puis, dans le fond, Lily Boulanger, elle a vécu une vie très courte. Elle est morte à 24 ans, genre d'une Ok. tuberculose. Donc, son travail a vraiment été concentré, là. Mais c'est la première femme qui a remporté le prix de Rome, qui est genre pas mal le plus gros prix en composition, ce qui était vraiment gros pour l'époque, je te dirais. Puis sa musique, ben, je sais pas si je peux comme laisser des liens, je t'enverrai Oui, des oui, trucs, absolument, ouais. mais comme sa musique, c'est bouleversant, là. C'est tellement incroyable qu'est-ce qu'elle a fait dans ce court laps de temps-là. Beaucoup d'œuvres pour voix aussi, beaucoup de cœur dans sa musique. Donc, c'est une musique qui te prend au triple. Puis les deux sœurs étaient vraiment très religieuses. Donc, il y a vraiment aussi cet aspect-là qui teinte leurs œuvres, je te dirais, de mysticisme.
Puis Nadia Boulanger, c'est ça, c'était sa grande sœur, qui a composé aussi, vraiment une super compositrice, mais elle a tout le temps dit comme ma sœur, c'est la compositrice, tu vois. Tu sais, dans le sens qu'elle reconnaissait que, comment je peux dire ça, elle avait la science pour composer, tu sais, elle connaissait bien les règles et tout. Euh, mais le petit je ne sais quoi qui fait que genre une œuvre va vraiment te chambouler puis peut changer ta vie, c'est elle voyait ça dans sa petite sœur. Donc elle a composé. Moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'elle a fait qui sont assez formidables. Mais elle a vraiment promu le travail de sa sœur toute sa vie puis même était là quand elle est décédée, puis sa sœur lui a dicté sa dernière œuvre, qui est le Pied Jésus, je pense, sur son lit de mort. Puis, mais Nadia Boulanger est vraiment reconnue, comme je te dirais, c'est la pédagogue iconique du 20e siècle en musique classique, puis qu'elle a enseigné à des gens comme Leonard Bernstein, qui était un grand, grand chef d'orchestre, pédagogue aussi, Piazzolla, qui est peut-être plus connu. Euh, donc, c'est ça, tout le monde venait à sa porte, je dirais. Grande amie de Stravinsky aussi. Puis, c'est vraiment une femme formidable aussi qui a fait de la direction. Je pense que c'est la première femme qui a dirigé le Boston Symphony aussi. Puis c'est drôle parce que d'un côté, elle était vraiment... tu sais, je pense que pour beaucoup de femmes, ils la voyaient comme, ah, c'est une espèce d'icône féministe. Puis quand on leur demandait, comment tu te sens comme étant la première femme de faire ça? Tu sais, puis elle était genre, ben moi, depuis le temps que je suis sortie de l'utérus de ma mère, je suis revenue de l'étonnement initial d'être une femme. Tu sais, dans le sens que, à son corps, Wow. tu sais, Wow. je veux juste faire ce que j'ai à faire. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi, de juste arrêter d'être comme, ah, parce que t'es une femme, tu fais ça, c'est dommage spécial. Non, on répond tout à des inclinaisons intérieures aussi. Je pense que comme ton tempérament te pousse vers quelque chose, tes aspirations, tes rêves, peu importe ton sexe, ton genre, tu sais. Mais après ça, de reconnaître les phénomènes historiques qui ont fait que tu as été opprimée parce que tu t'es fait mettre dans cette case-là à la base. Mais c'est vraiment, écoute, c'est deux femmes absolument formidables qui ont changé le cours de l'histoire musicale du 20e siècle. Puis elle a enseigné, Nadia Boulanger, elle a enseigné jusqu'à temps qu'elle meure, là. Puis il y a un documentaire vraiment super qui est sur elle, en fait, puis il y a des entrevues d'elle. Ça s'appelle Mademoiselle, parce qu'elle voulait toujours se faire appeler Mademoiselle, non pas OK. Madame. Wow. Donc, ça s'appelle Mademoiselle sur YouTube, un documentaire de Bruno Mont-Saint-Jean. Si Parfait, je ça mettrai le lien aussi. Là, tu me parles de ces œuvres-là, puis j'ai envie de les écouter, là. Je suis super curieuse. Ouais, je vais les mettre en dessous du podcast quand il sera publié. Puis, dans le fond, tu dis aussi là, que tu as eu vraiment comme une prise de conscience féministe quand tu as réalisé que tu n'avais jamais vraiment joué de femme auparavant. Puis, on y a répondu un petit peu là, tout au long des dernières questions, mais j'aimerais quand même t'entendre sur, dans le fond, comment t'expliques ça que dans le monde de la musique, il y a si peu de place qui soit faite aux compositrices, puis encore à ce jour, finalement. Mhm. Ben, je pense que le travail des femmes a souvent été vu avec un genre de condescendance, un mélange de condescendance et d'amusement. Genre, ah, c'est cute. Fuck Euh, off! ouais, c'est ça. Puis je pense que justement, c'est quelque chose contre quoi les femmes se sont vraiment battues tout le temps. Les femmes qui étaient des visionnaires, des créatrices. Donc c'est vraiment comme un combat qui, qui nous concerne encore aujourd'hui, je pense même. Puis on a des possibilités qu'on n'avait vraiment pas avant, mais c'est d'être toujours vigilant par rapport à ce genre de choses-là. Mais c'est ça, je pense que, mettons, si je regarde par rapport à la musique, quand tu lis les critiques de l'époque, c'était genre, ah, sa musique sonne féminin, ce n'est pas masculin. Puis là, les femmes qui trouvaient que c'était hot, c'était comme, on pourrait croire que c'est un homme qui a composé ça. Mais c'est ça, fait qu'il y avait une espèce d'infantilisation aussi de des femmes ou juste de non-reconnaissance que le génie peut être une femme aussi. Donc, c'est ça, une espèce de création de l'icône de ce qui est génial. Puis même dans l'essence du mot génie, ça réfère au masculin. Donc, c'est comme, ça va dans le langage. C'est comme toute notre civilisation repose sur des bases qui font en sorte que euh, les femmes, de facto, n'ont pas le, ne vont pas être considérées a priori avec le même œil un peu juste de ben oui, c'est possible, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, c'est comme appartient. Puis je pense que c'est vraiment aussi, il y a une réalité, c'est qu'il y a moins de femmes, point. Genre, même si
essayait de comme faire, faut que ça soit à 50-50. C'est historiquement, elles n'ont pas eu nécessairement les opportunités que les hommes ont eues. Puis par exemple, en musique classique, ça devient un problème aussi au niveau de l'instrumentation. Parce que par exemple, une femme qui voulait composer pour un orchestre, c'était très rare qu'elle avait accès à l'orchestre. Mhm. C'est une science qui s'apprend. Je veux dire, si on te, admettons, je veux dire, tu veux être chef d'orchestre, mais à un moment donné, tu peux diriger devant ton miroir, mais il faut que tu te heurtes à des vrais humains, OK? Puis que tu apprennes à le faire learn on the job, tu sais. Puis je pense qu'on leur a beaucoup refusé ça. Ou tu sais, pense même en peinture, elles n'avaient pas le droit de dessiner des nus. Elles n'avaient pas le Mhm. droit de voir des cadavres. Elles n'avaient pas le droit. Tu sais, tu comprends? C'est comme, on leur donnait juste pas les mêmes outils. Mhm. Donc, c'est sûr que tu pars avec vraiment du retard sur à plein de niveaux, là. Fait que je pense que la musique fait pas exception à cette règle-là. Puis, il y a beaucoup de femmes que, justement, elles ont été autodidactes, beaucoup, qu'elles ont eu des cours un peu par-ci par-là, surtout si elles étaient dans la noblesse, donc elles pouvaient potentiellement euh, avoir accès à un peu de connaissances, mais que c'est des femmes extrêmement curieuses. Tu sais, je pense à Hélène de Montgeroux, qui est une autre grande compositrice française, que elle a écrit un grand volume d'études pour le piano au 19e. Puis dans ces études-là, elle fait référence à Bach. Puis Bach, c'était comme bon, qu'est-ce qu'on dit en musique classique, c'est vraiment Mendelssohn qui a fait redécouvrir Bach au grand public et tout. Donc, c'était vraiment, Bach était surtout connu des connaisseurs, on va dire ça comme ça. Il était comme perdu dans l'univers pendant quelques siècles avant qu'on le remette sur la scène et tout. Donc, je pense que c'est un aspect, ça, le manque de connaissances. Donc, il y avait peu de femmes qui poussaient ou qui avaient les ressources pour vraiment comme continuer à se perfectionner. Puis, il y a aussi juste le fait que à l'époque, c'était vraiment vu comme si ton nom comme femme est dans le journal ou si t'es une actrice, t'es une pute, en fait. C'était comme Mhm. ça venait ensemble, le statut. euh, bon, puis même, t'as des compositrices, je pense que c'était Germaine Taillefer, que justement, son père, il disait, mais tu veux devenir une compositrice, t'es une pute, en fait. C'est genre, c'est Ou t'es un une femme synonyme. publique, dans le fond, tu sais, Oui, de exactement. t'exposer ainsi. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment mal vu. C'est comme toutes les vertus féminines de chasteté, humilité, Mhm. d'être dans l'ombre, d'être vraiment comme, tu sais, qui reviennent aussi à un background très judéo-chrétien, de la Vierge Marie qui s'efface et tout. Donc, je pense que tous ces éléments-là vont ensemble. Puis aussi, donc, le fait que les femmes si tu étais une femme publique, tu étais vue comme ça, il y avait aussi beaucoup de femmes qui ne voulaient pas ça, qui ne pouvaient pas financièrement, Mhm. ou que si tu regardes les nobles, puis ça, c'est drôle parce que c'est pour les hommes et pour les femmes. Si tu étais un noble, tu pouvais pas être un performeur. Tu pouvais pas performer en public. Fait que, par exemple, Ok. Hélène de Montgeroux, elle a jamais fait des concerts. Elle a tout le temps juste joué chez elle. Fait que c'était comme juste, il y avait des amis qui venaient puis ils l'entendaient. Mais après ça, pour la diffusion, ben, c'est un peu limité, tu sais. Fait que les gens ne connaissent pas ton travail parce qu'il n'y a pas un travail médiatique qui est fait autour de ça. Puis ça, je pense que c'est encore un problème qu'on rencontre de nos jours, c'est que on parle pas assez du travail des femmes où ça n'a pas la même couverture médiatique que l'équivalent masculin. Puis ça, il y a plein d'études là-dessus, là, mais euh, fait que je pense que c'est un ensemble de facteurs, là. Mais en ce moment, il y a vraiment quand même des gros efforts qui sont, ben, des gros efforts. Ils sont pas assez gros, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens sérieux qui se penchent sur le sujet. Puis peut-être un autre point, je te dirais, c'est comme si tu regardes au niveau de la discographie, là, qui est plus près de nous maintenant, donc, mettons, dans le 20e siècle, il y a eu plein d'enregistrements, mettons, genre justement les 24 études de Chopin, les 32 sonates de Beethoven, puis là, on en fait plein. Fait que c'est comme il y a une espèce de bibliothèque euh, de référence. Puis le nombre d'enregistrements de ces œuvres-là est juste inouï. Là, t'en as comme 40 millions de versions. Mais pour ce qui est des œuvres des femmes, souvent, elles se rendent même pas à l'enregistrement. Puis souvent, c'est peut-être pas euh, le même niveau, la même qualité d'enregistrement, ou comme il y a pas eu un aussi gros travail d'approfondissement des œuvres, parce que je pense que les interprètes musicaux, on est un peu comme des acteurs, fait que faut que tu prennes le temps de te plonger vraiment dans une œuvre, dans un texte. Puis si, admettons, par exemple, t'es performeur, puis on te demande tout le temps de jouer
le concerto de Beethoven, ben, t'as pas le temps nécessairement de te plonger là-dedans, tu vas le faire on the side, tu y accordes pas la même importance et la même attention. C'est un peu la même chose quand on parlait de des choses qui sont faites discréditer à travers Mhm. l'histoire, puis juste pas register, en fait. Fait que Mhm. c'est un gros sujet. Puis tu parlais tantôt justement des efforts qui sont faits pour un peu mettre en lumière le travail des femmes. Puis là, j'arrive à ma question préférée parce que tu vas me parler un peu de l'idée du Beauvoir trio, piano trio, pardon. Puis c'est ça, c'est un band dans le fond qui a la vocation de jouer que des œuvres de femmes. Fait que c'est vraiment merveilleux. Puis j'aimerais savoir, tu sais, comment cette idée-là a germé dans ton esprit puis dans l'esprit de tes partenaires. Ben, en fait, j'en suis pas tant responsable, je te dirais, parce que Ok. le trio existait déjà. Il a été formé il y a 3 ans par ben, mes deux partenaires maintenant, là. Donc, Enyuan Kong au violon et Charlotte Casselin au violoncelle. Donc, Enyuan est anglaise et Charlotte est française. Puis, dans le fond, ils ont fondé ce trio-là avec une autre pianiste avant. Puis, cette pianiste-là, elle a dû retourner aux États-Unis à cause d'un problème de visa. En tout cas, c'était compliqué. Puis là, ils ont cherché une nouvelle pianiste il y a 2 ans et demi à peu près. Fait qu'ils ont fait des auditions. Puis là, ils m'ont demandé, ça te tente-tu de tenter de jouer avec nous autres? Puis là, on a joué ensemble. Puis ça a juste été comme, OK, Wow. ça fit. Là. C'est comme un très bon speed dating. Là. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Puis ça, c'est vraiment un grand bonheur. Là. Mais je te dirais, le trio ben, de Beauvoir, ça l'a dit de lui-même. Là. Mhm. Mais je pense que c'est ça. À la base, c'était un peu un- une espèce de boutade là, qu'il avait fait, c'est qu'il était un festival de musique l'été. Puis là, il y avait des gars qui leur avaient dit, ben non, t'as pas le droit de nommer un groupe là, avec le nom d'une femme. Là, c'est pas assez sérieux ou il y a personne qui va savoir c'est qui, whatever. Puis j'ai fait, ah ouais, avec là, ils ont nommé De Beauvoir. Puis moi, c'est ça, en fait, de prendre part à ce trio-là, ça a vraiment été déterminant, je te dirais, dans ma vie artistique parce que, ben c'est ça, leur mission, c'est comme de promouvoir les compositrices et les compositeurs, compositrices marginalisés. Donc, à cause de l'histoire qui ont été un peu mis de côté. Et on essaie aussi de mettre de l'avant la musique actuelle, donc les gens qui composent en ce moment parce que c'est encore compliqué de vivre de ça aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est vraiment à vocation multiple. Mais moi, je te dirais même, j'avais pas encore lu Le Deuxième Sexe avant de prendre part au trio. Puis là, je te jure, genre, la journée où est-ce que j'ai dit oui, je t'allais me l'acheter. Puis ça a vraiment été comme un game changer pour moi aussi, ce livre-là. Ouais, c'est comme c'est la première fois que je voyais, euh, que je lisais, parce que je suis une grosse bébête de lecture, là, je suis vraiment tout le temps en train de lire un livre, j'en ai dans mes grosses poches, puis en tout cas, je triple là-dessus. Puis c'est ça que c'est la première fois que je lisais comme une explication anthropologique aussi détaillée puis aussi raffinée de l'histoire des femmes, justement en partant de comment on est inscrite dans la mythologie, comment on est perçu à travers l'histoire, toutes les barrières qu'on a rencontrées et les barrières psychologiques euh, internalisées aussi. Puis après ça, ça m'a mené à plein d'autres lectures aussi plus actuelles. Avec Bell Hooks, qui est décédée pas longtemps, il y a pas longtemps aussi, ou genre Gloria Steinem, ou Adrienne Rich. En tout cas, je lis plein d'affaires, puis ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses, puis ça m'a aussi donné des mots à mettre sur des expériences que j'avais vécues puis que je comprenais pas parce que je viens pas nécessairement d'un milieu qu'on parlait du féminisme ou que genre je connaissais tant de choses par rapport à ça. Fait que pour moi, ça a vraiment été comme oh shit, genre la boîte de Pandore un peu là, c'est Ouais. immense tout ce qui est sorti de ça. Puis après ça, j'ai vraiment commencé à plus rechercher des œuvres. Puis j'étais en bon québécois tout le temps sur le cul. Là. J'étais genre, comment ça fait que ça, c'est pas joué? Parce que c'est la qualité de ces œuvres-là, c'est juste c'est des œuvres magnifiques qui méritent d'être entendues dans les salles de concert. Fait que je pense que d'être dans ce trio-là qui a ça comme vocation, c'est vraiment important pour moi, comme pour balancer ma vie. Parce que c'est ça, là, j'ai joué un concerto de Mozart il y a pas longtemps, j'ai joué un concerto de Haydn, concerto de Rachmaninoff, truc de Fait que c'est comme, tu sais, je joue beaucoup de la musique qui fait déjà partie du répertoire, je te dirais, ou que c'est comme les compositeurs sont déjà reconnus et appréciés. Mais aussi, avec le trio, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Parce qu'il y a aussi une tendance qui est louable puis qui est importante aussi, mais de faire, mettons, OK, là, on joue juste des compositrices pour ce concert-là. On fait comme, ben, juste
un concert où on fait que ça. Puis moi, la vision que j'ai, je te dirais, c'est plus, je veux les mettre side by side parce que pour moi, il y a des grands esprits musicaux, je m'en fous que ça soit un homme ou une femme. Fait que si, admettons, on va commencer un concert avec un trio de Beethoven, après ça, on fait un trio de Gabriela Lena Frank. Après ça, on va jouer Lily Boulanger, on va faire un truc de Shostakovich. Fait que c'est comme, on les met à leur place où elles excuse, où elles méritent de, où elles méritent d'être, en fait. Donc, c'est d'être reconnues pour la qualité de leur musique. Puis avec ce trio-là, c'est vraiment un travail qu'on fait. Puis ça me donne aussi des objectifs concrets. Comme mettons qu'on a un concert à planifier, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait programmer? Il faut qu'on fasse de la recherche. On regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis c'est des femmes merveilleuses. Donc, ouais. Puis tu dis une phrase qui m'a vraiment fascinée dans une de tes entrevues. T'expliques, dans le fond, que l'audience fait vraiment partie du processus créatif. Puis, est-ce que, Ouais. dans un sens, jouer de la musique écrite par des femmes, ça répond à un besoin des femmes de s'entendre elles-mêmes dans la musique? Ben encore là, ça, tu vois, je trouve que c'est tricky comme question. C'est vraiment une bonne question, mais c'est comme, si, admettons, je joue la musique de Schubert, je me reconnais là-dedans aussi. Tu sais, fait que c'est comme, je pense que la musique, ultimement, c'est de la musique, puis ça nous rejoint dans tout ce qu'on a de profondément humain. Fait que c'est comme, euh, il y a- justement, les compositeurs, je pense compositeurs, compositrices, ils ont tout un côté un peu androgyne, je te dirais. OK. C'est quelque chose que je trouve qui revient beaucoup. Mais c'est sûr que, comme dans n'importe quelle profession, je pense que c'est important qu'on mette de l'avant des femmes comme modèles. Puis on l'a vu, là, c'est quoi ce que ça fait, l'impact d'avoir des role models sur les jeunes là, qui grandissent. C'est comme, ah, moi, je vais être comme ça plus tard. Ça te donne une lignée, ça te donne une direction, puis ça fait que tu crois que c'est possible, puis que tu vois que c'est possible et que tu peux. Donc ça, c'est primordial, je pense, là. Après ça, comment je dirais ça? Je pense que l'histoire des femmes fait en sorte qu'on a sûrement autre chose à dire à cause de nos circonstances ou une autre façon de le dire. Par exemple, justement, à cause de la formation qu'on a eue ou justement, une formation peut-être un peu moins académique à l'époque. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas formidables. Donc, dans le langage, des fois, il y a des éléments qui sont différents ou dans la forme, c'est moins peut-être standardisé. Donc, on peut reconnaître des éléments. Mais moi, ce que je vois plus, c'est des voix distinctes. Puis, ultimement, je pense que chaque compositeur, compositrice a une voix dans laquelle on peut se reconnaître. Puis c'est un peu comme quand tu lis une grande œuvre de littérature. Tu sais, c'est comme tu te reconnais dans le personnage ou dans l'écriture. Donc, je pense que les œuvres vivent un peu d'elles-mêmes comme des organismes à part, là. C'est Mhm. comme... puis après ça, c'est toi de voir dans quoi tu te rejoins, mais c'est sûr qu'il y a des éléments qui sont comme... Comment je faisais ça? Je veux pas dire féminin, là, j'arrête pas de tourner autour depuis tantôt, mais c'est comme... c'est pas des éléments féminins, mais c'est des sujets qui veulent être traités peut-être plus qui touchent plus les femmes de par exemple, les oppressions qu'elles ont subies. Tu sais, je pense en ce moment, je travaille un cycle de Mel Bonis, qui est une autre grande compositrice française qui s'appelle Femmes de légende. Puis dans le fond, elle a mis en musique plein de femmes de la mythologie. Donc, je te dirais, c'est peut-être plus dans les sujets traités où donc on peut reconnaître plus les femmes, mais je te dirais comme il y a de la grande musique, puis tout le monde peut se reconnaître là-dedans, peu importe si ça a été composé par une femme ou un homme. Il y a une question que je pose à toutes mes invités. J'ai hâte de t'entendre là-dessus aussi, mais tu sais, je reçois beaucoup au podcast des personnes, tu sais, des personnes socialisées comme femmes tu sais, qui évoluent dans des milieux académiques quand même, tu sais, qui font des études supérieures ou qui font justement de la musique, qui ont une carrière internationale comme toi. Mais je suis persuadée qu'il y a quand même des hommes qui t'expliquent des choses que tu sais déjà. Puis est-ce que c'est le cas ou pas tant que ça? Ben, c'est sûr que ça arrive des fois, là. On peut pas, je pense pas qu'on peut y échapper totalement, mais tu sais, j'essaie de juste pas y accorder tant de, mettons, je mets mon focus ailleurs, puis les hommes qui sont dans mon entourage sont pas de cette catégorie-là. Donc, Yeah. ça règle ce problème-là. Puis si ça m'arrive dans un milieu professionnel, ben, je vais parler, je vais dire quelque chose pour l'arrêter. Puis je pense que c'est un muscle qui se travaille, là. Comme,
Ben, je pense que c'est beaucoup aussi, en tout cas, encore là, c'est une question de tempérament individuel, mais moi, j'avais tendance un peu plus à shut down. Je sais puis maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Puis si je trouve que la personne est infantilisante ou quoi que ce soit, ben, je lui dis. Puis je suis pas intéressée à travailler dans ce genre de dynamique-là. C'est pas justifiable. C'est pas quelque chose que je pense que personne devrait accepter. Donc, c'est ça. Faut qu'on parle. C'est Ouais. Ouais, puis qu'on fasse remarquer aux gens que ça se fait pas, faire ça. ouais, ouais, parce que sinon, ils savent pas non plus des fois. Parce que c'est ça, Ouais. c'est. Tu sais, si après ça, on dit rien, puis là, on retourne, puis on est comme, oh là, blablabla. Mais tu sais, faut leur dire en pleine face pour que eux aussi fassent, on l'espère, une prise de conscience par la Ouais. suite. J'ai une dernière question pour toi, puis en la relisant, je sais pas si c'est vraiment une bonne question, mais je vais quand même te la poser, puis on verra, là, ça sera quoi ta réponse, parce que, tu sais, tantôt, on parlait un peu comme de musique féminine, entre guillemets, mais comme tu l'as dit, tu sais, c'est plus ou moins existant, tu sais, Ouais. je pense que c'est un peu la même chose pour la littérature, tu sais, les gens ont beaucoup commenté l'écriture des femmes en disant, ah, c'est féminin, c'est plus intime, c'est plus whatever, mais tu sais, comme tu l'as dit, au fond, on s'en fout, tu sais, c'est de l'art, puis que ce soit produit par une femme, par un homme ou par qui que ce soit, tu sais, ça reste la même essence. Mais je vais quand même te poser la question. Selon toi, est-ce que c'est possible de faire de la musique féministe? Mhm. Ben, de un, je pense que c'est important de dire une affaire, c'est que je pense que il y a comme un espèce de paradoxe aussi qui rend ça compliqué parce que comme dans nos recherches, il faut circonscrire ça aux femmes pour les retrouver. Mais une fois qu'on les a trouvées, il faut qu'on oublie que c'était des femmes. Tu comprends? Fait que c'est Ouais. comme, il y a ce double aspect-là que je pense qui est vraiment important à se rappeler que c'est pas parce qu'on est circonscrit en premier qu'il faut vraiment qu'on garde cette espèce de petit, tu sais, je sais pas, comme, justement, encore l'archéologie, là, tu sais, mais ils font leur petit terrain, là, ils mettent leurs balises, puis ils sont genre, là, moi, c'est là que je check. Mais je pense qu'après ça, non. Fait que je pense que oui, il y a de la musique qui est clairement féministe dans le sens où, mettons, Ethel Smith, qui était une compositrice british, elle a fait un hymne féministe, là. C'était comme une compositrice à l'époque, mais elle était suffragette aussi, puis elle a fait un hymne qui s'appelle The March of Women, puis elle chantait ça. Mais tu vois, fait que je pense qu'il y a des œuvres qui sont ouvertement féministes c'est souvent des œuvres avec des paroles, tu sais, fait que ça va être ouvertement un message politisé. Mais je pense qu'en général, la musique transcende ça. Fait que c'est comme dans nos recherches qui mènent à la performance, je pense qu'une approche féministe est importante. Puis c'est ça qui fait qu'on va choisir quelles œuvres on joue, puis on va déterminer le répertoire ou ce genre de choses-là, en faisant aussi de la recherche du côté des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se sont fait tasser dans l'histoire, fait que c'est tout le temps nuancé, mais mettons qu'en général, les femmes l'ont eu rough en tabarnak. C'est ça, mais je te dirais, pour moi, ultimement, c'est vraiment la musique, ça a fait s'effondrer toutes ces barrières-là. Puis quand on écoute de la musique, c'est juste une présence d'esprit, puis c'est pas... il n'y a pas d'allégeance quelconque ou de. Je trouve que ça dépasse. Ouais, c'est ça. Pour moi, la musique, c'est vraiment une transcendance. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Elisabeth, pour cette entrevue. Ça conclut un peu là, pour moi notre discussion. Puis j'ai appris au moins 35 nouvelles affaires. Là, donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.